Le 5 mars 1982, mythologie ésotérique, première partie, le mythe d'Héraclès. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'œuvre au noir et des mystères de la Lune. Dans 3 semaines, nous aborderons le plan des purifications et de l'œuvre au blanc, puis à la fin, l'œuvre au rouge, l'apothéose. Cette progression suit naturellement le cycle du grand œuvre alchimique. Héraclès, donc, était de la descendance de Persée. Sa mère s'appelait Alcmène, qui signifie la force de la lune. Vous savez que Ménée est un des noms de la lune. Les Ménades étaient les prêtresses de la lune. On a fait de ce mot la ménopause, qui suit précisément le cycle de la lune. Bref, Ménée, c'est la lune dans son cycle mensuel. Alké, c'est la force. Donc, Alcmène, c'est la puissance de la lune. Et ceci nous met de plein pied dans le sujet de ce soir, qui sera basé sur les mystères de la lune. Alcmène était une mortelle, et, nous dit-on, la plus belle, la plus sage, la plus majestueuse de toutes les femmes mortelles. Bien sûr, Jupiter s'en est pris. Il l'a connue, et pour être sûr de faire du bon travail, il demanda à la fois au soleil et à la lune de ralentir leur cours pour passer avec Alcmène une nuit qui n'en finirait pas. Et c'est ainsi que la chose se passa. On retrouve le mythe du soleil fixé dans sa course, tel qu'on le retrouvera dans le monde hébreu avec Josué. Vous savez sans doute que la vie de Moïse est une vie alchimique qui recouvre également les 12 signes du zodiaque, et après, c'est la fixation du soleil, Moïse étant mort, la pierre philosophale étant broyée, morte dans sa structure pétrine, et Josué, c'est le descendant, celui qui vient après, et celui qui va arrêter le soleil, donc accomplir les miracles. Cette chose, nous l'avons d'emblée avec Héraclès. Mais Héra, la jalouse, devait s'en offusquer. Et comme Zeus s'était vanté un peu trop tôt et un peu trop bruyamment dans l'Olympe qu'il allait naître un de ses enfants qui serait également un descendant de Persée, parce qu'Alcmène était une descendante de ce grand héros dont nous parlerons dans quelques mois, Persée, Héra, la jalouse, mit aussitôt des bâtons dans les roues. Et Zeus, ayant proclamé que le descendant de Persée qui naîtrait prochainement hériterait du trône de Mycène, Héra s'arrangea pour faire retarder le plus possible les couches d'Alcmène et de précipiter au contraire les couches de l'oncle d'Alcmène, qui était un certain Sténélos, et cet enfantement a eu lieu avant celui d'Héraclès. Ce fut Eurysthée qui naquit. C'est donc lui qui, par décret divin, hérita du trône de Mycène. Et nous verrons plus tard que toute la vie d'Héraclès va être marquée par ce coup du destin, va l'inféoder à un roi qui, selon notre optique du monde, était indigne, et en tout cas n'avait en lui aucune étincelle divine. Mais le fait d'avoir nui à Héraclès, d'avoir retardé sa naissance, ne pouvait pas suffire à Héra. Elle allait continuer à poursuivre le jeune demi-dieu. Il fallait cependant qu'il puisse recevoir le lait de Héra pour devenir immortel. Il fallait qu'il y ait en lui une greffe transcendante qui s'imprime dans son corps pour qu'il puisse un jour devenir un dieu lui-même. Alors, comment lui faire téter le sein de Héra, par exemple?
étant donné que celle-ci n'aurait pas manqué de l'étrangler. Il y a là deux versions différentes. Selon l'une d'elles, Hermès, le messager des dieux, aurait profité d'un moment où Héra dormait pour aller chercher le bébé, Héraclès, l'amener dans l'Olympe et lui faire téter le sein qui s'offrait. Et nous dit-on, Héraclès a bu de ce lait tellement goulûment qu'il en a recraché une partie, et cette partie devait devenir la Voie lactée.